Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante. Et oui, c'est l'heure de Time Sport. Si je pourrais avoir un retour assez motivant, Yanis, à la réalisation. Voilà, en ce début de semaine. Je m'entends qu'à moi et aussi les auditrices et les auditeurs ne veulent pas que m'entendre. Au menu de cette émission, en ce 28 février 2022, on aura quoi ? On parlera de cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. Et oui, l'Olympique Lyonnais qui crie au scandale face aux Lillois, sans oublier l'Olympique de Marseille au ralenti contre les Troyens. On parlera de Kylian Mbappé qui égale un certain Zlatan Ibrahimovic face à l'AS Saint-Etienne. Et sans oublier aussi la Carabao Cup. Et oui, la finale de folie du côté de Wembley, c'est nos voisins british. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On accueillera pour la première fois sur cette antenne Laure Delwafi, un magnifique ouvrage justement mis en place, réalisé par Paul Carsenac. Et oui, pour la première fois dans cette émission, co-auteur de cette fameuse bande dessinée. Je rappelle le titre, Laure Delwafi aux éditions Lafon. Allez, c'est parti, on y va. Gogo Time Sport avec le JT de Jason. Time Sport. Par les résultats de dimanche soir à l'étranger en football et Naples qui retrouve la tête de Serie A grâce au faux pas de l'Inter et du Milan ce week-end, mais surtout grâce à sa belle victoire lors du choc contre la Lazio 2-1. Une autre belle victoire hier soir, c'est celle du Barça face à l'Athletic Bilbao 4-1 avec un Ousmane Dembélé en feu lors de son entrée en jeu, auteur d'un but et de 2 passes décisives en seulement quelques minutes. En Angleterre, Marcelo Bielsa a été officiellement remercié dimanche par Leeds United. Le coach argentin arrivé en 2018 paye les mauvais résultats du club actuellement 16e de Premier League. Il sera remplacé dans les prochaines heures par l'Américain Jesse Marsch. Un mot de rugby, grâce à sa victoire contre l'Écosse samedi 17-36, l'équipe de France se classe désormais 3e au classement mondial derrière l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Et enfin, on conclut ces infos par du tennis et la victoire de Rafael Nadal à Acapulco au Mexique. L'Espagnol s'est imposé samedi face à l'Australien Cameron Norrie en 2-7 et empoche déjà son 3e titre de l'année 2022. Voilà, c'est tout pour ces infos du lundi. En vous souhaitant un bon début de semaine et une belle émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport. Et merci Jason, voilà, merci. On est ce soir en compagnie de toute l'équipe de Time Sport avec Juan Trocé. Comment ça va, Juan Trocé? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, le Real a gagné, le Barça aussi. Ah ben ça c'est bien, ça en tout cas. Mourad est de la partie aussi, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Arsenal a gagné aussi de mon côté. Donc ouais, c'est bon. Alors lui, allez, Barcelone, Arsenal, Valence. Allez, peut-être les Bordelais avec Louis-Marie. Non, Louis-Marie, je suis. Non. Mais vraiment, si honnêtement. Si on commence Louis-Marie, sérieux. Soit bonne par rapport à Bordeaux. Louis-Marie. On est vraiment dans la difficulté là. Ouais. Je serai jamais de bonne humeur si j'attends que Bordeaux gagne un match. On espère en tout cas Louis-Marie, pourquoi pas. Par contre, pour soutenir Louis-Marie, il me semble que Bordeaux, je crois que c'est la 3e ou 4e meilleure attaque de Ligue 1. Bon, ils ont la pire défense d'Europe, mais sur le plan des buts marqués, ils sont pas mal. Écoute, on a pris que 2 buts en 2 matchs sur les 2 derniers matchs, c'est une victoire déjà. Non, mais ça va se sauver, je n'ai pas de doute, ça va se sauver. On l'espère. Allez, place à la Ligue 1 Uber Eats. Time Sport. Le sujet des sociaux. Justement, le match d'hier, 1-0 pour les Lillois. Et oui, là aussi, ça fait très très mal. Selon certains, on crie au scandale pour les Lyonnais, mais pourquoi donc? Mourad, Juan Trocé. Pour moi, c'est un double braquage à la Lilloise. Ouais. Un premier braquage. Ils sont filés à l'anglaise. Exactement. Un premier braquage, puisqu'ils marquent sur, je crois, leur seule véritable occasion, les Lillois. Et le deuxième braquage, c'est le but invalidé de Paqueta. Donc là, ça soulève le problème de la VAR. L'arbitrage, encore une fois. Et tu as vu les propos de Garibian aujourd'hui? J'ai les propos de Garibian, Pascal Garibian, le patron des arbitres. Non, il a même reconnu l'erreur. S'il a reconnu l'erreur, mais ça serait bien, justement, s'il y a une VAR, c'est pour mettre en place justement ce type de correction. Donc là, c'est encore une fois, c'est la performance de Turpin. Il l'a fait déjà au Paris Saint-Germain, il a récidivé sur ce match-là. Donc voilà, donc c'est un double braquage. Après, c'est la bête noire de l'Olympique Lyonnais, le LOSC. Donc voilà, on a vu des belles choses aussi, malgré tout, au niveau du contenu. Moi, j'ai bien aimé la performance de Lucas Paqueta, qui pour moi est l'homme du match, malgré tout. Après, il y avait des cellules dormantes lilloises au sein de cet effectif lyonnais. Je pense à Mendes, qui pour moi était un infiltré lillois dans cet effectif. Et il y a eu les échauffements de gardiens, j'appelle ça, de Romain Fèvre, où c'était Plat Duplier qui faisait à Jardim. On ne sait pas si c'était pour l'échauffer ou s'ils voulaient vraiment marquer. Donc voilà, ils n'étaient pas à la hauteur devant. Je pense qu'ils auraient pu mener au score assez rapidement. Mais voilà, c'est cruel. Mais
mais c'est un vrai double braquage à la lilloise de la part de Gourvenec. Ça résumerait pas un peu la saison de Lyon, où tu as l'impression qu'ils sont au-dessus de plein de matchs et ils font pas les résultats. Et alors là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, ils ont vraiment pas de chance sur ce match parce qu'ils doivent le gagner à peu près 100 fois. Le but de Paqueta, il doit jamais être refusé. Et comme je le disais, Pascal Garébian, qui est quand même le patron des arbitres, a reconnu qu'il y avait eu erreur. Alors là, faut quand même, au-delà des problèmes de VAR, on peut être contre ou pour, le sujet n'est pas là. Il y a quand même des process à mettre en place qui doivent être respectés. À partir du moment l'angle de la caméra déjà, je pense. L'angle de la caméra. Un process technique. L'angle de la caméra, déjà, on a été induit en erreur sur l'angle de la caméra. On voit bien qu'il laboure le sol avant de toucher le ballon. Non, mais surtout ce que dit Garébian, il dit, on n'a pas envoyé toutes les images à l'arbitre. Pourquoi Turpin ne dispose pas de toutes les images pour prendre sa décision? C'est quand même aberrant. Et qu'on vienne nous dire ensuite, ah bah oui, mais le photographe du mariage de mon cousin avait sorti la même excuse. Non mais tu vois, il y a un moment c'est ridicule. Et finalement, ça discrédite un peu le championnat, ça discrédite beaucoup de choses. Et quand on en vient là, bah c'est dommage, l'affiche du dimanche soir. Lyon qui perd encore des points, qui se retrouve quand même à 10 points, je crois, de Marseille, ça commence à faire beaucoup. Leur saison, elle commence à être compliquée aux Lyonnais. Et il y a un moment, Peter Bosz va falloir se poser des questions. Ils auraient pu être 6e du championnat, ils sont 10e aujourd'hui. Et 6e à 3 points. À 3 points du LOSC, mais ils pourraient être 6e et en train d'essayer d'accrocher une place européenne. Et ils sont un tout petit peu loin maintenant. Mais je peux comprendre effectivement, on est tous d'accord là-dessus, la colère des Lyonnais et encore d'accord avec toi quand tu dis qu'il est sur 100 fois, il gagne 99 fois ce match. 2 tirs cadrés de Lille, avec 2 tirs cadrés, ils ramènent le match chez eux. Et puis il y a cette histoire de VAR. On peut s'en étonner parce qu'effectivement, l'excuse qu'on quoi il n'a pas eu toutes les images, ce n'est pas une bonne excuse. Il est allé voir la VAR. Moi, j'ai vu les images aussi. Et mon premier réflexe, c'est qu'il n'y avait pas à annuler ce but de. Il y avait même faute pour moi de la part de Jardim. Mais la question, pourquoi ils appellent la VAR? On n'entend pas l'arbitre. Tu parles de l'arbitre principal, mais. Ouais. J'aurais aimé entendre l'arbitre expliquer pourquoi il a pris cette décision. Ah mais ça ils n'ont pas le droit. Ça c'est les que. Non mais encore une fois, il faut donner la parole à ceux. Bah là, ça a été un débat. Il a raison, Rosé. Ça a été un débat qui a été soulevé pour aller au bout justement de cette. Mais pourquoi les arbitres ne parlent pas? C'est que l'UEFA et la FIFA ne veulent pas que les arbitres s'expriment après les matchs. À chaud, ils n'ont pas le droit de commenter leur performance. Ça, c'est des directives de l'UEFA. Ce que Juan José soulève, c'est justement comme au rugby, qui est en live. On entend les échanges qui indiquent justement la prise de décision. Il faut le savoir qu'Amazon est en train de pousser pour cela. Ouais, ils sont en train de faire un gros lobbying pour y arriver. Justement parce que Amazon, ils sont tout nouveaux dans le business. Ils se disent, ils comprennent pas que ça fluidifierait tellement tout. Ça permettrait de faire de la pédagogie. Ça permettrait aussi d'assainir les rapports entre les joueurs et les arbitres, parce que les joueurs et les arbitres ça se chambre cordialement, ça se parle pas toujours correctement, et je parle pas que dans un sens. Ça n'est pas que les joueurs qui parlent mal aux arbitres, ce sont aussi les arbitres qui parfois parlent mal aux joueurs. Donc quand ils sont entendus, ça donne, je me souviens très bien, mais tout le monde ne s'en souvient pas parce que ça remonte, la Coupe de la Ligue avait fait un essai au tout début des années 2000 et c'était génial parce qu'on entendait l'arbitre dire alors monsieur machin, prendre beaucoup de circonvolutions. Ils ont fait cette expérience sur la mauvaise compétition. Exactement. La Coupe de la Ligue n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était génial. C'est normal. C'était génial. Moi qui suis supporter de rugby et qui regarde le rugby, ça permet vraiment d'expliquer. Et t'es devant ta télé, tu te dis, t'es peut-être pas d'accord avec la décision arbitrale, mais au moins l'arbitre. Ça a humanisé aussi un peu l'arbitre. Il y a plein de. Il y a plein d'avantages. Mais tu vois, vous comprenez le fait que les seules personnes qui ne voient pas les images de la VAR sont les joueurs. Sont les seuls à ne pas avoir les images. L'arbitre les a. Nous, les téléspectateurs, nous les avons. Même pas sur le grand écran, Non, c'est interdit. Non, mais les joueurs les ont pas. Et donc, ça continue. Forcément, ils sont énervés parce qu'ils sont convaincus qu'il y a erreur. Et je peux comprendre qu'effectivement, petit à petit, tu cumules tout ça. Il y a un vrai process à remettre sur la table au niveau de la VAR. Parce que moi, je suis pas pour revenir en arrière. Très clairement, ceux qui te disent la VAR, c'était mieux avant. Le nombre de scandales qu'on a évité grâce à la VAR avec des buts qui n'auraient pas existé, qui auraient pu changer les compétitions. Moi, je suis un pro VAR, mais quand c'est bien fait. Exactement. Moi, je suis pour la VAR parce qu'on oublie tout ce que ça a amélioré. En revanche, sur l'application, ça serait tellement facile de faire mieux. Effectivement. Et la VAR, c'est aussi en cas d'incertitude. On est d'accord, Marie. Donc là, pour moi, il n'y avait même pas d'incertitude. C'était clair que. Mais pourquoi? Je veux dire, il y a des arbitres assistants, il y a des arbitres. Mais pourquoi les mecs appellent?
Pas besoin de solliciter la VAR. On voit clairement que c'est Jardim qui fait faute. Et surtout qu'on dit Paqueta et que Jardim laboure le terrain avant de toucher le ballon. Non, mais on dit Turpin, regarde. On dit Turpin a fait la faute. Mais c'était Turpin, la jachère de Lille. Il accorde le but et derrière, qu'est-ce qui se passe? Sa VAR l'appelle. À quel moment l'arbitre de la VAR, il l'appelle pour ça? Il doit appeler pour une erreur manifeste. Mais vraiment manifeste. Elle est manifeste, l'erreur? À aucun moment. S'il y a un doute très léger, ils ne doivent pas appeler. Ils doivent appeler quand vraiment il y a gros doute. Excuse-moi, il y a peut-être une main. Attention, là, il y a peut-être faute. Là, appeler pour ça. Il y a la pression des joueurs. Est-ce qu'on peut parler du jeu? Est-ce qu'on peut parler des joueurs, du coach? Parce que qui oblige à. Parce que j'ai l'impression que c'est un débat interminable. Que on remet en cause la VAR, on remet en cause les process. Moi, j'aimerais parler de Peter Bosz. Oui. Peter Bosz, on l'a recruté comme étant le fer de lance offensif européen. Quand je regarde le nombre de buts marqués par l'Olympique Lyonnais, le système de jeu, c'est censé être un jeu flamboyant offensif. Rudy Garcia, je crois qu'il a mis 2 fois plus de buts ou 3 fois plus de buts à la même période que Peter Bosz. Alors que Rudy Garcia, il est réputé pour être un entraîneur très tactique, défensif, etc. Donc, où est sa patte à Peter Bosz? Donc moi, c'est un peu comme Sampaoli. Je vois un peu les limites de cet entraîneur. Je pense que il a de très bons joueurs dans son effectif. Je pense qu'il peut mieux faire, mais j'ai l'impression qu'il voit pas le bout. Alors il y a quand même un truc sur Peter Bosz. C'est quoi? Je vais pas prendre sa défense, mais il y a un moment. Tu peux, hein? Non, mais quand on regarde un petit peu qui est Peter Bosz et son style de jeu. Ouais. Son style de jeu offensivement s'appuie sur des ailiers. Et à Lyon, il n'y a pas d'ailier. Donc à un moment donné, il y a un recrutement qui n'est pas du tout en corrélation avec l'entraîneur que tu prends. Il y a un moment, à quel moment tu vas prendre Peter Bosz, dont le jeu est basé sur étirer les lignes, jouer des doubles mouvements dans les ailes, avec des ailiers très techniques. Non, mais je te dis pas que ça. Quand tu fais jouer Thiago Mendes à la place de Boateng, que toi-même tu as été recruté au Bayern de Munich, déjà là il y a un problème. Non mais je suis d'accord, je ne lui excuse pas tout. Mais je dis, est-ce que l'effectif est construit pour lui? C'est une vraie question avec que des joueurs. Ils ont quand même pléthore de joueurs qui aiment se recentrer. Et il y a personne qui vraiment anime. Il a été à l'origine du recrutement quand même. Apparemment, pas tant que ça. Justement, on pense que le recrutement lui a été imposé, mais avant de signer, il a quand même. Il a accepté certaines recrues. Exactement, il était à l'origine même de certaines recrues. Il avait demandé des ailiers qu'il n'a pas eu. Faut lui reconnaître. Après, on attend l'éclosion d'Erian Cherki qui est blessé. Après, il sous-utilise Cherki depuis le début de l'année, alors qu'il est un ailier. Donc après là, il est blessé, Cherki. Il est blessé, mais il n'empêche qu'il n'a pas beaucoup joué. Il aurait pu jouer plus. Il a sous-utilisé, notamment en Coupe de l'UEFA. Donc il n'a pas toutes les excuses du monde, mais c'est un début d'explication par rapport au problème de lien offensif que tu soulevais. Alors, justement, on va terminer avec les Lyonnais contre C. Rapide, avant de continuer avec l'Olympique de Marseille. Je veux dire que le fait est qu'ils sont 10e, qu'ils sont aux 3/4 du championnat, qu'ils ne vont pas encore accrocher les positions européennes, et que s'ils ne les accrochent pas à la fin de la saison, l'avenir de l'entraîneur lyonnais est en jeu. Parce que ça serait vraiment un manquement important pour cette équipe lyonnaise qu'on attendait cette année quand même, qu'on les attendait cette année. Pour moi, au vu de l'effectif, c'est un licenciement pour faute grave. Oui. Concernant Peter Bosz. C'est impossible de licencier sur faute grave en foot. Alors, ça ne marche jamais. Je fais un parallèle avec la vie, je sais pas si tu travailles un petit peu, mais avec la vie civile, où justement, quand on fait une faute grave, on les licencie. Tu sais qu'à Bordeaux, ils arrivent même pas. On devrait le mettre en place. Tu sais que Petkovic, c'est ce qu'il essaye de jouer, la faute grave. À Bordeaux, c'est Lopez essaie de jouer la faute grave pour Petkovic. Il y a toujours des vices de procédure. Il n'y a qu'un pas entre la société civile et le football. On prend la direction de Marseille. Et oui, son club, les Phocéens, justement, les critiques qui pleuvent. Contre C après le nul face aux Troyens. Là aussi, ça va mal pour Sampaoli. Ouais, c'est compliqué pour Sampaoli, c'est compliqué pour Marseille. Ils sont dans le creux de la vague. C'est vrai que sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 défaites, match nul, c'est pas terrible pour cette équipe de Marseille. Pour certains, on peut trouver l'excuse que effectivement il y a eu ces matchs des Conference League où effectivement ils ont réussi à se qualifier. Il y a l'effort, il y a cette pression qui est redescendue. Mais le fait est qu'aujourd'hui, Marseille déçoit un tout petit peu quand même ces dernières semaines. Ils sont pas bien. Moi, je les trouve pas. Même dans le jeu, parfois, tu sais, tu gagnes pas des matchs, mais tu vois, il y a du jeu. Les joueurs se donnent à fond. Et là, on n'arrive pas à sentir la même chose avec Marseille depuis plusieurs semaines. Ouais. J'espère qu'ils vont se reprendre parce que derrière, quand même, ça colle de près, puisque Nice est à un petit point de Marseille. Et c'est quand même cette place directe en Champions League qui est en jeu, parce que quand on passe par les qualifications, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je crois que j'ai la raison. Alors,
j'ai l'explication qui va tout expliquer pourquoi Marseille est pas bon en ce moment. C'est juste pour faire descendre Bordeaux, parce que ils ont battu Bordeaux et derrière ils ont donné des points à Troyes et à Clermont juste pour nous emmerder. Non mais blague à part, c'est vrai que ça n'arrange pas du tout Bordeaux cette histoire. C'est les résultats de Marseille. C'est faire jouer Lucien Riquet pour le revendre au prix fort. Ouais. Tout simplement. Voilà, c'est pas en jouant comme ça qu'il va reprendre vif. Mais justement, je pense que tu peux vendre un joueur juste en justifiant son temps de jeu. Non, mais blague à part, je pense que l'Olympique de Marseille, déjà, avant d'évoquer l'équipe en elle-même, je pense que c'est les limites de Sampaoli qu'on est en train de voir. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a compris ce que voulait faire Sampaoli en termes tactiques? Moi, je comprends plus rien. Sampaoli, on a l'impression qu'il est amnésique, qu'à chaque journée, il oublie les erreurs qu'il a fait la journée précédente. C'est juste incroyable. Il arrive, co-leader du championnat, il arrive à 3, qui est dernier du classement, avec un double bus et en jouant le 1-0 à la mi-temps. Et ensuite, sans initiative offensive, et il se dit on n'a jamais été remonté, on s'est jamais fait égaliser, et j'espère sortir avec les 3 points. Donc voilà, en résumé, en 3 mots, le match de l'Olympique de Marseille, c'était quoi? Penalty, essentiellement et climatisation. Et donc et à chaque fois ça à l'extérieur avec Sampaoli. Donc on a l'impression qu'il apprend pas de ses erreurs. Après, il retombe toujours dans ses travers avec ses changements tardifs qui n'ont aucun sens. L'entrée de Luis Enrique, alors que t'as Coran de la Fuente qui fait une bonne prestation à Karabag et qui ne le réincorpore pas. On a toujours ces changements à la 86e qui n'ont ni queue ni tête. Tu veux préserver un score à la 86e minute face à l'Estac à l'extérieur, je sais pas. Donc là, encore une fois, chapeau aussi à Laurent Batles. S'il cherche un coach, l'Olympique de Marseille, peut-être regarder du côté de Troyes. C'est un ancien Marseillais en plus. Oui. Donc voilà. Donc Sampaoli, j'ai des gros doutes sur sa capacité. Moi, je sens la sortie bien la suite de l'Olympique de Marseille alors. Pour l'Olympique de Marseille. Il fait comme son coach, comme son idole, Bielsa, qui est sorti aujourd'hui. Vous restez avec nous. On reviendra rapidement avec notre invité de ce soir, je le rappelle, qui n'est autre que Paul Carsenac. Et oui, de chez nos confrères du Figaro, avec l'ouvrage, la bande dessinée plutôt, Laure Delwafi. Magnifique bande dessinée. À de suite, n'oubliez pas le 01 53 48 3000 pour réagir en direct avec nous. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, il est quelle heure? Il est 20h20. Ça fait sourire Mourad. Enjaillé aussi Louis-Marie, sans oublier Juan José Dorado. Et nous accueillons pour la première fois, notre invité de ce soir. Time Sport, The Special One. Eh oui, c'est notre Special One, justement. Notre Mourinho à nous, c'est Paul Carsenac qui nous fait l'honneur de nous assister ce soir. Sur l'antenne de Beurre FM, justement, co-auteur avec Pierre Roland, Saint-Dizier et aussi, sans oublier Christophe Girard, de cette magnifique bande dessinée, Laure Delwafi, justement aux éditions Michel Lafon. L'incroyable histoire de l'un des plus grands athlètes français du XXe siècle. C'est comme ça que l'on peut apercevoir sur les différents sites pour s'en procurer et même sur les différents points de vente habituels. Je le rappelle, depuis en vente depuis ce 24 février, Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. Et oui, El Wafi, on l'aligne au départ du marathon. Et justement, cette fameuse surprise générale, c'est lui qui remportera cette fameuse médaille d'or pour la France. Ouais. Oui. On l'a oublié. On l'a oublié. C'est ça, Paul. On l'a oublié. Il était pas connu quand il gagne en 1928. C'est un ouvrier. Il travaille chez Renault. Il travaille à Boulogne-Billancourt. Avant ça, il était dans l'armée. Il a fait donc la Première Guerre mondiale. Il est venu en France métropolitaine puisque l'Algérie c'est un département. Ouais. Il est venu donc combattre sur le front de Picardie. Donc ensuite il travaille chez Renault comme je l'ai dit et puis on le découvre bon en athlétisme à l'armée, son lieutenant va l'entraîner et puis voilà il finit 7e au JO de 1924 et la deuxième fois ça sera la bonne. Alors là jusque là l'histoire va bien et nous ce qu'on raconte c'est qui est pas normal, ce qu'on a trouvé pas normal et c'est pour ça qu'on a fait ce travail, cette BD, ce roman graphique, c'est qu'il est tombé un petit peu dans l'anonymat. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc on a essayé modestement de contribuer à réparer cette injustice. Ça c'est incroyable justement. Comment ces athlètes-là tombent dans l'anonymat. Puis-je permettre
je sais pas, de me dire que des athlètes, peut-être que dans 200 ans, dans 2 siècles, bon, je sais pas, on oubliera peut-être Diego Maradona ou encore Zinedine Zidane. Quand même, c'est une médaille d'or tout de même d'un marathon. Oui, mais aux Jeux Olympiques, ce n'est pas rien. Alors, il y avait pas la mais télé. C'est assez fou. Oui, il y avait pas la télé à l'époque. Il y avait pas la radio. Il y avait pas Beurre FM. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que bon, c'est une injustice parce que surtout de son vivant, on l'a oublié. Et pourquoi ? Parce que il est parti aux États-Unis et on l'a rayé de la carte du professionnalisme parce qu'il a travaillé pour un cirque, il a gagné de l'argent. Et vous saviez qu'à l'époque, quand on gagnait de l'argent avec le sport, on pouvait plus faire les JO suivants. Ouais. Et donc on l'a un peu oublié, il s'est fait arnaquer, il est tombé dans la misère et puis il a fini sa vie un peu comme ça. Et c'est Mimoun, lui on le connaît mieux. Ouais, c'est vrai. Mimoun qui le retrouve un jour quand il a gagné sa médaille d'or à lui et qu'il le retrouve et qu'il invite à l'Élysée pour sa cérémonie à lui de médaille. Et donc c'est comme ça que El Wafi sort un peu de l'anonymat et nous on commence la BD comme ça et ensuite on revient raconter sa vie. Assez fictif quand même. On retrouve dans cette BD. C'est fictif, oui, parce qu'on sait pas tout de sa vie. Il n'y a pas eu d'écrit. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de reportages, donc on sait pas tout. Si vous voulez, on a écrit un peu entre les blancs de l'histoire. Donc il y a, je dirais, 60% de vrai. Et puis pour que ça fasse un livre qui est intéressant à lire, on a quand même, mis un peu de romanesque là-dedans. Bien sûr. Et vous le faites si bien. Louis-Marie, Juan José, Moura, des réactions. Alors après, c'est vrai que c'est un athlète qui est exceptionnel parce que finalement, on oublie qu'on en parlait justement avant l'émission. C'est un des 12 médaillés d'or olympiques français en athlétisme. Il y en a très peu. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il y a des sports où on en a des palanqués, en escrime, en vélo, ce que vous voulez, on en a beaucoup. En athlétisme, on est quand même un peu moins présent, surtout sur un sport aussi important. Alors, on se posait la question de pourquoi il a été oublié. Son amateurisme, sa rupture avec l'amateurisme de son vivant lui a fait beaucoup de mal, on peut le penser, car c'était encore du vivant du baron de Pierre de Coubertin qui faisait la guerre aux amateurs. Il faut savoir aux professionnels, pardon. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu des athlètes autrement plus sanctionnés qu'il ne l'a été. C'est-à-dire qu'on l'a oublié parce qu'il n'avait aucune fonction représentative ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont pâti du fait de vouloir vivre de leur célébrité. Et j'avais lu une interview justement d'El Wafi qui disait je suis parti aux États-Unis, mais vous vous rendez compte à l'époque, aller aux États-Unis, aller à New York, pour qui aurait refusé ça ? Les années 30, C'est ça, qui aurait refusé de découvrir le monde ? Il a participé à un cirque à l'époque, donc c'est un peu la couverture de l'album, vous pouvez aller voir sur internet, on le voit courir avec des chevaux et léopards aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est ça, dans les cirques américains, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus le droit aux animaux et tout. À l'époque, donc on le faisait courir autour d'une piste et on le faisait se mesurer à des animaux. C'était ça dont on parle. Donc il a gagné un peu d'argent et puis quand il est revenu en France, qu'il a plus pu participer, il a acheté, parce qu'il avait un petit pactole, il a acheté un petit hôtel-restaurant, un petit hôtel, mais il s'est fait arnaquer aussi, donc on le raconte dans la BD, je vais pas tout dévoiler non plus, mais voilà. Et pourquoi justement 12 athlètes qui ont gagné des médailles pour la France au JO, pourquoi la Fédération justement d'athlétisme ne l'a pas récupéré à un moment donné ? Qu'est-ce qu'il est devenu par la suite ? Comment on l'a récupéré ? On l'a récupéré, comme je disais, avec Alain Mimoun, en fait, qui a fait le travail. Puis il y a des journalistes de l'équipe aussi qui sont allés le trouver. Ils l'ont vraiment recherché. C'est vraiment une enquête, ça aussi. Ils l'ont recherché, ils l'ont trouvé. Finalement, il vivait dans un petit pavillon de banlieue avec sa nièce, je crois, ou sa sœur. Et donc ils l'ont retrouvé, je crois, dans le 93, dans un petit pavillon de banlieue. Et oui, un des 11 athlètes, c'est un homme qui est de la même trempe que Marie-Josée Pérec, que Renaud Lavillenie, que pour avoir un petit ordre de comparaison. Aujourd'hui, c'est des hommes, le marathon à l'époque, 42 km. Aujourd'hui, tout le monde fait un peu, mais plus ou moins. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose. C'était, vous savez, c'était un peu comme... Le faisait déjà en 2h35, hein. Ouais. Ça parlera aux spécialistes quand même. À l'époque, avec le matériel. En 2h0. Oui, non, on le fait en 2h04, mais pas avec le même matériel. Donc, finalement, l'explosion du temps n'est pas si impressionnante que ça. Non. C'est relativement, et on parle pas avec le même entraînement, pas avec la même. 1928, on est en 1928 avec quelqu'un, effectivement, qui est ouvrier chez Renault. Oui, parce qu'il travaillait la journée, dans les usines, et après, l'après-midi, le soir, il allait s'entraîner. Dans le club, justement, Renault avait un club.
d'athlétisme dans lequel il était. Alors, j'ai juste une curiosité. Il a été oublié en France. Est-ce qu'on l'a oublié du côté de l'Algérie aussi? À l'époque, l'Algérie étant un département français. Mais est-ce que l'Algérie, par la suite, n'a pas voulu récupérer la figure d'un athlète? C'est pas trop. Moi, je crois il avait de la famille qui se battait pour du côté algérien, qui se battait pour sa figure soit reconnue, mais. Non, je crois, à ma connaissance, pas trop. Vous savez, il a gagné la médaille pour la France, donc c'était bien avant. D'ailleurs, c'était pas très proche, c'était bien avant l'indépendance. Donc du coup, voilà, c'était un athlète qui a gagné à 100% pour la France, et donc la question s'est pas trop posée à mon avis. Moi, j'avais une question puisqu'on on a évoqué son vivant, mais il est mort dans des conditions tragiques. Et il y a des avis qui divergent concernant le Wafi. On ne sait pas trop comment il est mort. Quelles sont les raisons de sa mort par balle? Exactement. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous aurez des éclaircissements? Vous avez spoilé. Pour les auditrices et les auditeurs, c'est pas grave. Il y a d'autres surprises dans la BD. Je pense que son vivant est beaucoup plus intéressant que sa mort. Alors, Paul. Alors, il y a pas trop eu d'enquête. On ne sait pas si c'est un règlement de compte familial, c'est-à-dire lié à des dettes, à des impayés, etc., ou si c'est une raison plus politique qui serait liée à des. Entre deux factions, le FLN et le MNA. Ça serait des règlements, parce que la guerre d'Algérie, donc il est mort en 1961. Il est mort juste avant l'indépendance. C'est ça. Il est mort en 1961, donc juste avant les accords d'Alger. Juste avant, et donc c'était une époque où ça se battait beaucoup aussi pour la suprématie des mouvements d'indépendance, et donc voilà, ça serait aussi sur le territoire français, donc il y avait des règlements de compte, et c'est probablement lié à ça. Oui. Messieurs, André, moi je pense que c'est d'ailleurs à Bobigny, au carré musulman de Bobigny. Cimetière. Mais est-ce qu'aujourd'hui il a retrouvé la place qui lui revient? Eh ben oui et non. Bon, aujourd'hui il a des rues, il a des gymnases. Une rue juste à côté du Stade de France aussi. Juste à côté du Stade de France. Sa tombe, alors c'est une vieille tombe. Je crois qu'il y a eu une pétition il y a pas longtemps pour l'entretenir un peu mieux, parce qu'il a plus de famille. Il avait pas d'enfants, donc il a pas eu trop de personnes pour s'occuper de sa tombe. Est-ce que je peux communiquer à la radio sa tombe, où est-ce qu'elle est située? Oui. Cimetière musulman de Bobigny, carré 5 bis, ligne 2, tombe 48. Ah bah c'est précis. C'est très précis. Merci vraiment pour les auditeurs. Et donc de son disons que moi je trouve, ça c'est mon avis personnel, pour quelqu'un qui a gagné il y a 100 ans. Il est assez connu maintenant, parce qu'il y a eu des livres, il y a eu un peu c'est la deuxième BD qui sort sur lui aussi, Voilà, nous on a voulu continuer là-dessus, mais le véritable problème, c'est de son vivant. C'est-à-dire que c'est pas normal, nous on a trouvé que c'est pas normal qu'une personne qui gagne une médaille d'or olympique, et en plus en marathon, finisse comme un quasi SDF, finisse dans la pauvreté. Non, mais là le problème, c'est que c'est lui-même, il le dit, excuse-moi Louis-Marie, je te corrige, de son vivant, c'est très important. Il dit que le Chilien qui a fini second derrière lui, on lui a donné une villa. S'était vu attribuer une villa, alors que lui... Non mais après, il faut voir une chose. Alors c'est quoi? Je répète sur ce que je disais, mais il faut voir l'importance que ça avait à l'époque, l'amateurisme dans l'olympisme, surtout dans le pays de Pierre de Coubertin. La réalité, c'est que c'était considéré comme de la tricherie, comme du dopage. Il a sans doute, et c'est difficile à dire 100 ans après, mais il a sans doute été blacklisté, on dirait aujourd'hui, oublié, parce que c'était un tricheur pour les gens. Parce que c'était quelqu'un qui était passé du côté obscur. Et concrètement, ça a dû beaucoup impacter. Moi, je dis qu'il a dû arrondir les fins de mois, parce que c'est en amont qu'il n'a pas été rémunéré. Mais ça, on est tout à fait d'accord. D'accord, mais sauf que c'est pas de la tricherie. Non, mais je dis pas que c'est la tricherie. J'explique juste pourquoi il n'a pas été soutenu à l'époque. Parce que ça ne se faisait pas en France. À l'époque, c'était vu comme ça. C'était scandaleux, bien évidemment. Et ça a changé, heureusement, bien plus tard. Donc d'accord, mais de son vivant, je suis d'accord avec toi. Mais a posteriori, ah oui, là, je suis d'accord. n'a rien gagné, il y a des gymnases partout. Non, mais bien sûr. Non, mais après. J'ai jamais fait de five dans un gymnase El Wafi. Ah, mais là, on est tout à fait d'accord. Et je trouve que justement, avec les JO qui sont chez nous bientôt, ça serait peut-être l'occasion de le réhabiliter. C'est quelqu'un qui pourrait
je ne sais pas, avoir une statue à l'INSEP, ce genre de choses. Il a sa place dans des endroits comme ça. C'est au Panthéon du sport. Au Panthéon du sport. C'est vrai. On peut dire que c'était l'immigration de qualité aussi. Pour faire un petit parallèle avec l'actualité. Non, mais voilà, il y a un moment, c'est vrai que c'est injuste que cet homme-là, et là, je rejoins complètement Mourad, de son vivant, on peut l'expliquer. Là, maintenant, sachant qu'il a été réhabilité par le président Coty à la fin de sa vie, parce que, je vais peut-être pas tout spoiler, mais effectivement, il y a eu des liens avec le président Coty grâce à Alain Mimoun, qui lui a trouvé un job et tout, donc... Il y a eu un petit début de réhabilitation. A fait vraiment le boulot pour le Alain Mimoun a fait le sans Alain Mimoun. Il aurait pu le faire plus tôt, moi je pense aussi. Peut-être il aurait pas plus tôt. Il n'a pas pu contre Alain Mimoun, mais il est quasiment en fin de vie. Il a gagné le marathon en 1928 à Amsterdam. C'est en quelle année que Alain Mimoun gagne 56 à Melbourne. Il y a des décennies d'écart. On ne sait pas après la vie comment. Je sais pas. On n'est pas sur les mêmes niveaux d'information qu'aujourd'hui. C'est sûr. Est-ce que Mimoun était vraiment au courant de qui était El Wafi? Est-ce qu'il avait accès au palmarès comme aujourd'hui de tout le monde de ce qui s'était passé? Alors en plus, il n'y avait pas Wikipédia. C'est ça. Pour vous dire, le lendemain, parce que quand on a fait la BD, on a fait des recherches dans les journaux d'époque et tout. Et le lendemain de sa victoire, vous savez, c'était l'après-midi et pour que ça soit imprimé, les journaux, c'est pas Internet comme aujourd'hui, il fallait vraiment, c'est des dépêches très courtes. Et ils n'avaient pas de place dans le journal du lendemain parce qu'on avait gardé une ligne, on pensait pas que le français El Wafi, que personne connaissait, personne connaissait. Enfin, il avait gagné. Il faisait partie des outsiders, il avait été 7e le JO précédent. On l'attendait pas. En ce temps-là, voilà. Et donc, on n'avait pas gardé de place dans le journal. Et puis finalement, il y a rien eu. Il y a, je sais plus quel journal qui a dit El Wafi a gagné, c'était télégraphique. El Wafi a gagné. On y reviendra demain si on a de la place. Puis après, le lendemain, ils sont passés à autre chose. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors nous, voilà, aujourd'hui, on arrive presque 100 ans après. On veut lui rendre un peu de lumière. C'est pour ça que je suis là ce soir. Bon, j'espère que les gens qui liront le livre, ça leur rendra un peu hommage. Magnifique livre, bien sûr. L'or d'El Wafi. Justement, j'aimerais réagir sur cette première page où on voit un Andalouse peut-être. Oui, ça va faire rappeler, c'est ça, Rentrocé, avec un guépard. Pourquoi ça c'est une couverture. La rapidité. C'est une couverture qui est non, pas du tout. Ça se lit dans la BD. C'est une belle couverture de Christophe Girard, qui est le dessinateur. Non, ça représente son passage au cirque. C'est-à-dire le passage au cirque, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le concours contre des animaux. Et ça peut être vu aujourd'hui, comme un peu dégradant. Faut le voir avec le regard de l'époque. C'était du spectacle, c'était un showman. Son passage aux États-Unis. Il faut rappeler. En ce temps-là, il y avait Barnum aussi. C'était l'expansion de Barnum, Monsieur Barnum. Le cirque Barnum, très connu. Très connu. On en a fait même. C'est celui-là qui. Le cirque Amar aussi. Non, mais vraiment, c'est lui qui a inventé ces cirques-là. Avec les femmes à barbe et les géants. Voilà, je crois que c'était son représentation. Pourquoi avoir choisi justement ce format de BD? Alors, Rentrocé. Le roman, la bio. Le roman graphique comme ça, ça laissait de la place. Il y a quand même 126 planches, je crois. On avait besoin de place pour raconter toute sa vie. Et on voulait pas se cantonner juste au sport. C'est une BD où on trouve du sport, mais c'est une BD où on parle beaucoup d'histoire. D'histoire, finalement, on traverse tout le siècle, on traverse tout le XXe siècle. Donc on avait besoin de place et c'est une BD, je dois dire, qu'on a fait à 3. Donc chacun a amené un petit peu sa touche. Donc on a trouvé que c'était un support intéressant. Il existe des romans sur El Wafi. Moi je pense que ça pourrait mériter un film. Pourquoi pas. Non mais moi je Chariot of Fire. On l'avait vu en 1928. Je crois que c'était en plus. Non, les chariots de feu, c'est sur Chariot de feu, c'était sur le combien? C'est sur les jeux. Non, c'est sur les jeux de 1908. 1908, bien avant. Bien avant. 1908. Ça c'est à voir. Ça c'est à voir parce que ça me rappelait. Alors, on verra. Je vais googliser cela carrément. Mais bon, c'est vrai que c'était. Ça pourrait être une belle interprétation au cinéma. Ça serait pas mal. Je sais pas qui vous y verriez, mais. Moi j'ai un ami. Il faut un question, ça sera ça. Moi j'ai un ami que je verrais bien. Malik Amraoui. Malik Amraoui, exactement. Acteur Malik Amraoui. Il a de cheveux en plus. Il a ses sympa aussi. Bien, justement, interpréter le rôle d'El Wafi. Justement. Pour ceux qui connaissent. C'était les Jeux Olympiques, j'avais bien raison, de 1924 au lieu de 1928. Voilà.
Oui, pour cette équipe britannique. Très bien grosse ça. Et culture pourquoi pas cinématographique. Et pourquoi pas ouais, le cinéma, on aime bien ici sur Beurre FM, n'est-ce pas, Juan Trocé, hein, avec Pedro Almodovar aussi. Tout dans le style. Paul, justement, c'est vrai que ça reste le cinéma de Florentino Pérez avec la Super League, c'était pas mal aussi. Mais oui. En tout cas, ça reste assez impressionnant cette histoire. Ne pas oublier, c'est sportif. Que ça soit français, même venu d'ailleurs aussi. Que ça soit même des sportifs. On en avait parlé avec un sportif, je crois que c'est avec Yacine, notre consultant, au Burkina Faso, si ma mémoire est bonne. Et non, qui était parti j'ai quand même une question. dans l'oubli. Est-ce qu'il y a d'autres El Wafi qui restent à découvrir pour nous aujourd'hui? Dans vos recherches, il y a d'autres personnages où vous vous êtes dit peut-être que celui-là il mériterait aussi. Avant que je le fasse les ligaments croisés. Non, dans beaucoup de sports, il y a des je pense que le sport, de toute façon, c'est plein d'histoires humaines. Donc chaque sportif, on peut raconter quelque chose. Par exemple, moi, j'ai fait une recherche. Alors, il y avait une autre histoire qui m'intéressait au niveau des jeux, comme ça, au début des jeux. Vous savez qu'il y a une femme qui a gagné. J'ai plus son nom. Pareil, il faut rechercher. Là, c'est la première dépourvue. Qui avait gagné le golf. C'était la deuxième médaillée femme de l'histoire des Jeux Olympiques. La première américaine médaillée de l'histoire des Jeux Olympiques en golf. Et bien, vous savez que toute sa vie et jusqu'à sa mort, elle savait pas qu'elle avait gagné la médaille d'or. Incroyable. Parce que quand elle avait participé au concours JO de Paris 1900, si je me trompe pas, c'était bien en 1900, peut-être. Et ben, c'était présenté comme un concours de golf classique. C'est qu'après que le CIO a déclaré que c'était l'épreuve olympique, c'était pour l'exposition universelle. Et ils l'ont couplé avec les JO qui n'étaient pas du tout connus, les JO à l'époque. Et ben du coup, cette femme, elle a jamais su de son vivant qu'elle avait été la première médaillée d'or femme des États-Unis. Et donc, c'est quand même des histoires de vie comme ça, avec le sport, incroyable. peut-être Margaret Abbott. Peut-être. Non, mais vraiment, j'ai essayé de vite me renseigner. Je peut-être, sais plus. ouais. Rentrocé, ça te fait sourire, en tout cas. Non, mais il y a des belles histoires qu'effectivement, et il est là à récupérer. Moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans le sport, et dans le football, c'est l'histoire d'Edouard Streltsov. Alors, je ne sais pas si certains le connaissent autour de la table. Allez, dis-nous tout. Et qui était un footballeur soviétique. Et que Pelé considérait comme le meilleur joueur du monde devant lui. Ah ouais, carrément. Et qui a été détruit par le pouvoir soviétique, parce que c'était plus ou moins un opposant, et qui n'a pas existé, et qui n'a plus laissé de traces. Ah bah ça, je vous encourage à regarder ces histoires comme Mathias Sindelar, le joueur de la fameuse grande équipe autrichienne avant la guerre, et qui a été du coup lui là, pour le coup parce que Pelé, le roi du ballon, Pelé, le roi du ballon avait dit: si moi j'en étais le roi, Larbi Ben Barek en était le dieu du football. Et il a dit beaucoup de choses. C'est vrai. Il avait le sens de la flatterie. C'est vrai. Exactement. Il y a plein de successeurs. Non, mais il a doublé beaucoup de joueurs. Mais là, c'était ses contemporains. Là, c'était ses contemporains. C'est les qualités d'un roi, justement. Ah bah oui. C'est d'adouber ses chevaliers. Voilà. Streltsov ou Ben Barek étaient ses contemporains. C'est les joueurs qui étaient quasi ses rivaux. Mais c'est vrai que c'est une histoire intéressante, et le sport en regorge de joueurs comme ça, un peu atypiques, de gens qui sortent du cadre, et il y en a beaucoup. Et tu fais bien d'en parler. Surtout quand la politique et l'histoire croisent le sport, c'est là qu'on a des histoires intéressantes qui se créent, quoi. Parce que Rachid Mekloufi aussi, c'est une très belle histoire. Oui. L'ancien maître à jouer de la Saint-Etienne aussi. Il y a eu des BD. Il y a eu des BD, il y en a eu. Même des documentaires. Pourquoi pas, quand un film. Mais il n'y a pas eu de représentation cinématographique. Il faut des producteurs qui sont là, qui... Là aussi, Malik Amraoui, il est prêt. Malik Amraoui aussi. T'es son agent ou je sais pas. Je plaisante. Non, mais je le sais. Paul Kersenac, un grand merci d'avoir été avec nous. Je tiens à remercier aussi Pierre Roland, Saint-Dizier ou encore Christophe Girard, qui sont les co-auteurs de cette magnifique bande dessinée, on le rappelle, Lord El Wafi. Et oui, un grand athlète qu'il faut pas oublier, Bouguera El Wafi. Justement aux éditions Michel Lafon, sorti depuis ce 24 février. La suite du programme de Tam Sport, rapidement après la dernière pause. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie, toujours en compagnie de notre invité de ce soir. Et oui, l'auteur Paul Carsenac, et journaliste aussi chez nos confrères du Figaro, est avec nous pour L'Or d'El Wafi aux éditions Michel Lafon, en compagnie de Juan Trocé, de Mourad et sans oublier Louis-Marie. Alors on va s'attarder encore une fois sur le gamin de Bondy. Time Sport. La troisième mi-temps. Voilà. Vous êtes pas dans les années 80. Voilà, c'est pas du remix 80. DJ Kim sera là dès demain matin pour la matinale. Mourad est chaud, Juan Trocé aussi. Mais on va rester assez cool justement sur l'antenne de Beurre FM. Le gamin de Bondy, Kylian Mbappé, champion du monde en titre. Et oui, la phase finale arrive à grands pas du côté du Qatar. Pas d'âge, hein, Bilal, non, bien sûr. Kylian Mbappé est bien là. Et il égale Zlatan Ibrahimovic, la star milanaise qui aimerait terminer sa carrière chez les Lombards. Oui, Louis-Marie, je te regarde. Bah écoute, c'était une évidence qu'il allait le faire, ça n'était qu'une question de temps. La vraie question c'est quid de Cavani. Alors c'est rigolo, encore une fois, on a beaucoup parlé, il y a une petite phrase qui a fait parler après. Oui, est-ce que je battrai Cavani, laissant sous-entendre que potentiellement il pourrait être là l'an prochain. Bon, moi ça me fait doucement rigoler, ça relance encore une fois le débat, on voit partout fleurir des articles. Alors est-ce il va rester, est-ce que sa petite phrase veut dire quelque chose? Est-ce que les médias s'accrochent à la moindre phrase qui sort de la bouche de Kylian Mbappé quand il dit je suis dans un cercle très fermé? Tout le monde, il y a 1000 interprétations autour de cette phrase. Est-ce que ça veut dire je vais m'arrêter là, je suis déjà dans un cercle fermé, ou est-ce que ça veut dire je vais continuer et je vais éventuellement dépasser Cavani pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club? Donc voilà, on essaie de lire entre lignes. Après, pour moi je retiens pas le record de le fait qu'il égale Zlatan Ibrahimovic. Moi je regarde en fait le travail accompli par Zlatan Ibrahimovic qui là m'a un peu subjugué. On n'en parle pas beaucoup de son passage au Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic. Je pense que on l'a pas un peu oublié, mais on a tendance un peu à sous-estimer ses performances. Il marque autant de buts que Kylian Mbappé en moins de matchs, je crois 25 matchs de moins, et autant quasiment de passes décisives. Et sachant que on a l'impression qu'il choisissait ses matchs, qu'il était un peu plus nonchalant. Donc voilà, moi je salue justement la performance de Zlatan Ibrahimovic et son passage au Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est l'occasion de remettre un peu la lumière sur lui au PSG. Après bon, il était beaucoup plus âgé aussi. Ouais, Paul. Exactement. Ouais, confirmé, comparé. Il avait déjà roulé sa bosse. Kylian Mbappé, il est dans la force de l'âge. Alors Kylian Mbappé, record incroyable. Alors pour les stats, Kylian Mbappé paye un peu sa première année où il était plus jeune, alors que Zlatan était un joueur fait, donc pour ça Zlatan est un peu devant en stats. On peut penser que si Mbappé avait 4 saisons en pleine forme, ça aurait été un peu différent. Mais bon, ça c'est l'épaisseur du trait, c'est pas très très important. Zlatan était beaucoup absent aussi. On revient à notre invité concernant Kylian Mbappé ou même Zlatan Ibrahimovic et tous ces ces records plutôt au lieu de palmarès. Oui, moi je suis très admiratif de Kylian Mbappé qui est décisif vraiment quand il faut, hein, même qui peut sortir le PSG de mauvaises passes, surtout cette année. On le voit, c'est important d'avoir un joueur comme ça dans un effectif qui peut vraiment faire la différence n'importe quand. Juan Trocé. Ouais. Mais Marie. Moi je voulais poser une question à Juan Trocé. Mais avant, vas-y. Je suis désolé de casser l'ambiance. Ouais. Allez, vas-y, Juan Trocé. Alors j'ai regardé de près, je dis Mbappé, il a réussi à égaler Ibra. D'accord. Sauf qu'il n'est même pas le meilleur buteur du championnat français. Il y a un certain Ben Yedder qui est devant lui. comme ça. Alors je me suis dit non, mais quand même. Il a mis 24 buts. Oui, mais Benzema, il en a mis 31 pour l'instant. Ouais. Donc, sur l'ensemble de la saison. Alors, il n'est pas d'accord. Alors, je me suis dit, on va aller un peu plus loin. Alors, on va voir le meilleur buteur du championnat allemand, Lewandowski, à 28. Il double quand même Mbappé. On va aller voir la première ligue. C'est encore raté, Mbappé derrière. Ouais. Puisque mais il partage son gâteau c'est 19 buts. Il partage son gâteau avec le meilleur buteur de l'histoire. Il est derrière Benzema, excuse-moi. Il est derrière Benzema. Je me suis dit, on va aller voir chez les Italiens. Eh ben voilà, il est aussi derrière le meilleur buteur italien. Merde. Allez, on va chercher plus simple, la Belgique. Il est derrière le meilleur buteur de la Belgique. On a fait toute l'Europe là. Non. Donc les Pays-Bas, il est derrière. Vous savez, il n'est que le 8e ou 9e meilleur buteur des principaux championnats. Non mais il partage ses statistiques. C'est bien qu'il marque des buts. Il partage quand même. Mais est-ce que il a mis 42 buts. Alors 42 buts la saison dernière. Mais un grand joueur, et il l'est. Mais c'est des joueurs qui mettent entre 50 et 55. C'est les Messi qui arrivent à faire 50 buts par an. Peut-être pas au PSG, alors c'est peut-être le problème du PSG.
Le meilleur buteur du Real Madrid, c'est 331 buts. C'est Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur du Barça, c'est un certain Messi. 671 buts. Donc, non, c'est après, bien. On peut regarder son nombril. Mais quand vous allez un peu plus loin, vous montez un peu plus haut, vous vous rendez compte qu'étant un superbe joueur qui va certainement battre beaucoup de records. Non mais là tu compares le championnat de France. Il y a une marche à franchir quand même. Après tu compares le championnat de France. C'est sûr que concrètement tu peux pas avoir en championnat de France quelqu'un avec autant de buts parce qu'ils partent au bout d'un moment. Donc ça c'est normal. T'atteindras jamais les scores de Messi et Ronaldo. Non mais on découvre pas Kylian Mbappé quand même. Non mais moi il atteindrait sans doute ces scores-là s'il faisait sa carrière au PSG, mais ce qu'il ne le fera pas. D'ailleurs je voulais juste interroger là. Je parle sur le contrôle de Juan Rosé qui m'arrêtera si je dis une bêtise et qui complétera ce que j'ai à dire. Moi, je trouve que dans cette histoire de contrat de Kylian Mbappé, je trouve qu'on oublie souvent, quand on en parle, une donnée. Tout le monde dit, il a le choix, s'il part pas au Real cette année, il ira l'an prochain ou l'année d'après. Moi, j'y crois pas une seconde à ça. Parce que pour moi, si il ne signe pas au Real cette année, c'est une humiliation pour le Real. Il leur claque la porte au nez. Et personne ne claque la porte au nez du Real. Personne ne dit non au Real Madrid. Là, il a la porte au Real pour Uwe. S'il ne signe pas cette année, le Real va signer Haaland. Ils vont tout faire pour faire d'Haaland un très grand joueur. Et Mbappé, ça sera terminé. Moi, je ne crois pas une seule fois que le train Real Madrid repassera s'il lui dit non cette année. Vas-y, Mourad, enchaîne. Alors, je suis d'accord avec Marie, d'autant plus qu'on oublie aussi quelque chose d'important, c'est que quand le Real fait les 3 propositions au mercato d'hiver, ce sont des propositions qui sont faites au PSG avec l'accord d'Mbappé. Oui. Mbappé donne son accord pour qu'il y ait jusqu'à 200 millions sur la table pour le PSG. S'il n'y va pas cette année, et je suis d'accord avec toi, ça va nous rappeler le cas Griezmann quand il dit non la première fois à Barcelone et il n'a jamais réussi quand il est revenu. Donc s'il n'y va pas cette année, je suis d'accord, il n'ira pas. C'est une sacrée institution le Real. Il propose pas 2 fois c'est au-dessus des joueurs le Real. C'est la grande force du Real. Ils ont mis 200 millions sur la table quand même. On est d'accord, je crois que c'est l'institution la plus respectée. Mais je pense qu'aujourd'hui, aucun club ne peut se passer du talent d'Mbappé. Donc je pense que tous les clubs sont prêts à attendre 1 an, 2 ans, quitte à mettre en péril leur institution et attendre éventuellement l'arrivée d'Kylian Mbappé. Moi, c'est ce que je pense. Tu mets en péril l'institution. Moi, si tu ramènes Haaland. Moi, je pense que tu signeras Haaland dans la foulée. Moi, je pense que Haaland est en train de s'essouffler. Mais Haaland est quand même les Kylian Mbappé ne courent pas les rues. Oui, mais Haaland est en train de s'essouffler. On le voit d'un point de vue statistique. Ils se font éliminer par les Glasgow Rangers. Enfin, lui, t'as vu ses stats en Europa League. En nombre de buts par minute, il est au-dessus de Mbappé cette année. Mais il n'est pas capable de marquer à Ibrox Park. Donc c'est un peu compliqué. Il n'a pas la même. Donc je pense que voilà, Mbappé c'est aujourd'hui c'est quand même the player. Alors Mourad, et que tous les clubs peuvent attendre éventuellement. Moi je non pas s'asseoir sur leurs institutions, mais éventuellement la mettre en péril. Oui, non, mais là sur cette histoire-là, elle est vraiment particulière parce qu'ils lui ont fait la danse du ventre pendant 3 ans et il est libre. Ça serait vraiment dire non au Real alors que il est complètement décideur. Il y a tellement de données qui ont changé. Il y avait Zidane qui a été qui a quitté le Real Madrid. Il y a tellement de circonstances atténuantes. Et je pense que les fans et les dirigeants du Real Madrid peuvent aussi comprendre. S'il n'a pas l'accord de Mbappé pour les mettre et pour dire oui, je pars déjà en janvier avec vous. Mais c'est pour ça qu'il devrait partir à la fin de journée. Tu penses pas que la condition sine qua non pour Mbappé de signer au Real Madrid, c'était d'avoir Zidane en qualité d'entraîneur? Non, je crois pas. Moi j'en doute. Allez Paul, peut-être, s'il en pense. Pour je sais pas conclure, moi je pense que j'attends beaucoup Mbappé parce qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar. 8 mois, 10 mois, l'hiver prochain. Et je pense que dans sa carrière, quel âge il aura dans un an, il sera vraiment 24 ans. Ouais, 24 ans, je trouve que c'est l'âge vraiment où il peut y avoir un déclic dans sa carrière et je pense que ça va être vraiment intéressant de voir. Et effectivement, s'il réussit une grande Coupe du Monde, je pense qu'il peut vraiment passer dans une autre dimension totalement et après beaucoup de choses s'offrent à lui ou alors au contraire s'il passe un peu à côté, voilà. Il a 23 ans. Il a 23 ans. Tu as fait raison. Mais c'est pour ça que lui, Marie a aussi raison et je suis d'accord avec lui. Lui, s'il ne part pas là tout de suite, il part parce qu'il fait une grande Coupe du Monde, il ira dans un autre club qui va le signer 5 ans. C'est-à-dire jusqu'à 29 ans. Il ira pas au Real Madrid. Je pense que ça sera Liverpool ou un autre.
Mais ça serait peut-être pas plus mal. Ah oui, oui, non, mais carrément. c'est une possibilité. Moi, je l'aimerais bien à Je Liverpool. crois que tous ces cours d'espagnol et ces échanges en espagnol avec Achraf Hakimi pour aller signer à Liverpool. Non, mais arrêtons de Moral. Non, mais il parle Allez, anglais c'est aussi. vrai, Non, mais c'est vrai, arrêtons de Moral. rigoler. Il sera au Real cet été, mais il n'y a aucun doute. Pour les maris, on verra bien. On le sait. Personne n'en doute à part ceux qui veulent vendre On du le sait, papier. mais quand il dit qu'il cracherait pas sur le retour de Cavani, il donne encore un peu de faux espoirs aux ultra parisiens. Mourad, la Coupe de la Ligue anglaise de football, qui n'est autre que cette fameuse League Cup, rapidement, Chelsea face à Liverpool, 10 buts par 11, c'est ça. Ouais, c'est ça, au tir au but. C'était assez chaud quand même. Incroyable. Ouais. On parlait de cinéma tout à l'heure. La Carabao Cup. C'était incroyable comme prestation. C'était un spectacle. Quand on sait qu'en France, la Coupe de la Ligue a disparu depuis 2020 et qu'on voit ce type de spectacle du côté de l'Angleterre avec la League Cup à Wembley, avec une profondeur de banc, avec un 11 incroyable, avec des actions, des buts refusés, une séance de pénalty. Le match n'est pas gigantesque. Non, moi j'ai bien aimé. Jason nous en parlait en plus. D'un point de vue tactique, je suis désolé du mari. La finale, le VAR a marché. Mais bien sûr, mais c'est pas d'un point de vue tactique, techniquement, c'était quand même du très haut niveau. Non, mais les gros matchs, généralement, ça laisse très peu de marge d'erreur. Par contre, le seul point négatif. Alors c'est quoi? Le point négatif, c'est le coaching de Tuchel avec la corporation de Kepa. Moi, j'ai pas vu de pire changement depuis Clinton NG avec le Cameroun en demi-finale à la CAN 2022. T'as vu les ou même à l'Europa League. Moi, je n'ai jamais vu avec Manchester. Moi, je n'ai jamais vu autant. 11 tirs au but autant de tirs au but bien tirés. Pour tuer 3 oiseaux, c'est incroyable quand même. Tireur à part Kepa qui tire moyennement son tir au but. La maîtrise technique des joueurs hier, c'est ce que je justement. Merci Juan Trocé, merci Mourad de m'avoir accompagné pour ce premier jour de la semaine en live sur l'antenne de Beurre FM. On va fermer la page de cette émission et aussi de toutes ces magnifiques informations tombées dans la journée lors d'Hello Affiche, je le rappelle, aux éditions Michel Lafon, qui a été coécrit avec Paul Kersenac. Merci Paul d'avoir été avec nous. À vous, journaliste chez nos confrères du Figaro, Pierre Roland, Saint-Dizier et aussi Christophe Girard. Oui Mourad, peut-être un truc à rajouter rapidement. Sur la page de couverture, Hello Affiche me fait penser à N'Golo Kanté un petit peu. Ah ben voilà. J'ai l'impression que ils ont les mêmes traits de caractère, des grands monsieur humbles. Qui pas très reconnu. Combien ferait N'Golo Kanté sur un marathon? Je sais pas. Je pense qu'il serait très fort. J'ai vu une interview de lui. Je pense qu'il serait très fort. D'ailleurs, j'aurais bien aimé le retour de Sarri du côté de Chelsea pour voir un peu un meilleur N'Golo Kanté, parce qu'avec Tuchel, on voit pas le meilleur visage d'N'Golo Kanté et Jorginho. Un très bel invité ce soir avec nous, en la personne de Paul Kersenac, je le rappelle. Merci d'avoir été avec nous sur cette antenne. On rend l'antenne, la suite des programmes sur Beurre FM, sans oublier les replays sur beurrefm.net, le site internet, et sur l'application aussi Beurre FM, la radio de la diversité. Rendez-vous juste après 22h avec Vanessa et son réalisateur Giovanni, et nous on se retrouve dès demain à partir de 20h. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net.